Bonjour chère communauté, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans le podcast CK Academy un expert comptable de renom qui est déjà venu, avec qui j'ai déjà eu le plaisir d'animer un podcast, avec qui on va échanger autour d'une thématique très importante, thématique pour laquelle il fait partie des pionniers, en tout cas au niveau de la profession d'expertise comptable. C'est le développement de l'éthique dans les affaires. Donc, Abdesalim Garba, bonjour. Bonjour, Alim Badar. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation et le privilège d'échanger avec vous sur l'éthique des affaires. Merci. Donc, merci à toi aussi. Salim, tu parles beaucoup d'éthique dans les affaires. Ces dernières années, tu as eu à beaucoup travaillé sur la notion. Je sais qu'au niveau de CEFIC, il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Mais c'est quoi l'éthique dans les affaires? On sait tous l'éthique, mais l'éthique dans les affaires, rapportée aux affaires, ça donne quoi? Merci beaucoup, Alim Badar. Je vais essayer de caricaturer de façon simple. Pour moi, en tout cas, je prends ma définition. Je sais qu'elle évolue, mais ce qui pourrait, comme on dit le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Tout à fait. L'éthique dans les affaires, c'est d'être capable, le soir, quand on veut dormir, de se demander si on est fier de ce qu'on a accompli dans la journée. Est-ce que ce qu'on a fait est bien ou est mal? Est-ce que c'est conforme? Est-ce qu'on peut s'endormir au bout de 15 minutes? La conscience tranquille. Parce que chaque fois qu'on se couche, c'est une petite mort. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable de faire un bilan en fin de journée. J'ai un ami qui me disait que chaque matin quand il se réveille, ou quand un entrepreneur se réveille, il doit renouveler son engagement d'entreprendre. C'est comme si, quand quelqu'un est spirituel, il doit rendre grâce et s'engager à faire mieux. C'est la même chose. Là, le soir avant de me coucher, est-ce que je suis fier de ma journée? Pour moi, c'est l'éthique. C'est ça, c'est ce sentiment-là qui permet, parce que quand on va mettre des mots, si on met des mots, chacun peut mettre des mots. Moralité, probité, indépendance. Mais à la fin de la journée, c'est dans le vécu, dans le comportement. D'accord. Et quels sont les intérêts, justement, d'appliquer l'éthique dans les affaires? Et quels peuvent être vraiment les impacts de l'éthique dans les affaires? Alors, pourquoi appliquer l'éthique? C'est une obligation. C'est une obligation. On ne peut pas créer une société juste et équitable sans éthique, sans morale. C'est que on crée le désordre dans ce cas. On crée le désordre. Il faut des règles pour pouvoir organiser une société. Et les règles morales, déjà, sont les premières règles. Les règles de comportement, parce que l'éthique, c'est un comportement, sont les règles déjà pour pouvoir organiser. Donc, c'est une obligation. Ce n'est pas un choix. Il a le devoir et l'obligation de respecter, d'intégrer l'éthique dans son... D'accord. Ensuite, les avantages. Il y a des avantages. Les principaux avantages. En vrai, l'éthique ne permet que de créer une société extrêmement vertueuse. Parce que respecter mon engagement envers vous, que vous respectez le mien envers vous, chacun est gagnant-gagnant. Lorsqu'on intègre l'éthique dans nos comportements, personne n'est perdant. En vrai, tout le monde est gagnant. J'ai décidé de vous céder un matériel à tel fonds. Je vous livre le matériel, vous m'avez payé. C'est bon. Donc ça veut dire que chacun a gagné. Mais dès lors qu'il y a une personne qui reçoit le matériel et qui ne rembourse pas ou ne respecte pas son engagement d'honorer, ça pose problème. Ça crée des frustrations, ça va dans le désordre. Donc l'éthique, le bienfait de l'éthique, c'est d'abord c'est en réalité source de paix. L'éthique est source de paix. Et quiconque veut la paix doit constamment se réévaluer par rapport à son éthique. Et la paix, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que le soir avant de dormir, vous êtes fier de vous? Il n'y a que quelqu'un qui est en paix, qui peut dormir tranquillement le soir après sa journée. Et là, la paix ne vient que de Dieu, mais c'est aussi dans notre comportement. Si on ne fait pas, Dieu ne nous aide pas. Il faut que nous on initie et qu'on essaye de le mettre dans. Et ce n'est pas l'éthique, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Non, c'est tous les jours, c'est constamment. Tout à fait. Donc je retiens par là que l'éthique c'est pas une option, c'est une obligation.
Je retiens également que c'est pour la finalité, c'est vraiment pour vivre mieux dans la communauté, avec des impacts positifs pour tout un chacun. Mais concrètement, quand on ramène l'éthique au niveau des affaires, si j'ai une entreprise, que ce soit une PME, une TPE ou une grande entreprise, concrètement, comment on implémente dans le processus l'éthique dans les affaires? Comment ça se passe? Alors, première chose, c'est ce qu'on doit mettre en place un code d'éthique. Code d'éthique. Oui. Je peux pas dire que c'est là où ça devient intéressant d'implémenter pratique, de mettre la pratique. Si je dis à mes collaborateurs, à mes associés, que nous sommes une entreprise éthique, comment on a défini l'éthique chez nous? L'éthique doit se définir. Nous, chez CEPIC, quand vous rentrez, j'ai vu ça chez un autre confrère, chez d'autres confrères, où on met les valeurs, intégrité, confidentialité, voilà, comment ça s'appelle? Confiance. Donc, on doit percevoir, on le perçoit dans les actes et de façon écrite. Et on engage l'ensemble du personnel, y compris les dirigeants, à signer, à s'engager à faire. Comment on définit l'éthique chez CEPIC? Comment on définit l'éthique chez CECA? Comment l'éthique? L'ordre des experts comptables a un code d'éthique. Donc, on a commencé à ce niveau. Donc, il faut que aussi, et c'est pareil, hein, pour toute organisation, définir l'éthique à son niveau. Et non seulement définir par les mots, mais aussi donner des exemples pour que les gens comprennent ce que ça veut dire confiance. Comment je le matérialise? Confiance, ça veut dire, quand je décris de façon pratique, ça veut dire quoi? Quand je confie une responsabilité et délègue à un collaborateur, je m'attends à ce qu'il fasse selon ce que je lui ai demandé. Donc, je donne un exemple pratique. Et donc, le non-respect ou le fait qu'il aille transmettre des informations qui ne sont pas des informations extérieures, qui devaient être gardées en interne, il a conclu la confiance. Donc, on doit pouvoir, pour chaque mot qu'on met dans l'éthique, donner des exemples clés pour matérialiser, que les gens comprennent vraiment ce que ça veut dire. Et quand les cas se font, et au regard de l'expérience, donner le plus de cas possible de telle façon et maintenant sensibiliser. C'est-à-dire former le personnel. Une fois par mois, au moins, il faut faire des thématiques sur l'éthique. On prend la confiance. Et on voit des cas qu'on a vécus. Et on se demande comment on aurait dû traiter. Est-ce que c'était la bonne façon? Voilà. C'est comme ça qu'on va implémenter l'éthique. D'accord. Mais est-ce suffisant? Parce que on doit avoir le code éthique, écrit, nos valeurs également affichées dans nos locaux. Mais est-ce qu'au day-to-day, les gens vont implémenter l'éthique dans leurs actions, dans la façon avec laquelle on va traiter nos clients, dans nos façons de faire du business, dans nos actions globalement? Est-ce qu'un code d'éthique suffit? Oui, parce que le point de ce qu'il faut qu'on complète dans ce code d'éthique, c'est pas que la définition ni l'implémentation, mais c'est les sanctions. D'accord. Une règle sans sanction crée de désordre. Parce que quand vous dites à quelqu'un, il faut faire preuve de confidentialité. Et que le jour où il rompt ce principe-là, vous n'avez pas prévu de sanction, il va continuer en fait. Et c'est là où ça se joue. Quand il n'y a pas de sanction, les gens font ce qu'ils veulent. Mais si vous préférez, avec des niveaux, même dans le code du travail, on dit avant de licencier quelqu'un, avertissez-le, sensibilisez-le. Il y a des étapes. Donc pareil, avertir, sensibiliser. Que si la personne récidive, après 4, 5, 6, 7 fois, vous avez été suffisamment patient, vous avez sachant que chaque mois vous faites des formations, etc. Donc là, quand vous sanctionnez, peut-être la sanction la plus lourde, c'est le licenciement, avec même des poursuites judiciaires, etc. Parce que c'est un dommage. Il faut que les gens comprennent que s'ils font, et ce n'est que là, dans les religions, c'est pas qu'on sait, pour ceux qui sont croyants, c'est pas qu'ils savent que le jour du jugement dernier, il y a ceux qui vont entrer au paradis et ceux qui vont aller en enfer. Donc, ceux qui sont croyants essayent de limiter les dégâts. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une sanction. Sans sanction, personne. Donc, depuis même la création, ça a été défini comme ça. Il faut que nos sociétés soient organisées avec des règles et des sanctions. Le problème, c'est que dans certaines sociétés, les sanctions ne sont pas appliquées. Dans d'autres, c'est appliqué. Donc, ça rend les gens plus disciplinés. Mais si ce n'est pas appliqué, les gens ne seront pas disciplinés. Donc, tout passe par la sanction à la fin de la journée. Est-ce qu'au-delà du code d'éthique, des formations, sensibilisation, la gestion par l'exemplarité, les sanctions, est-ce qu'il y a d'autres actions à mettre en place pour vraiment implémenter l'éthique dans les affaires? Si j'ai mon entreprise,
une PME, comment je m'assure que l'éthique, elle est implémentée, chacun en fait une affaire personnelle de A à Z. Est-ce qu'on s'en limite à ça ou est-ce qu'on va au-delà? Je pense il faut déjà faire ça. Parce que quand on prend l'état des lieux actuels, même nous-mêmes, cabinet d'expertise comptable, très peu ont mis en place un code d'éthique. Pourtant, au niveau de l'ordre, on a un code d'éthique de la profession. C'est que le changement doit être d'abord qualitatif sur des éléments très mineurs pour espérer avoir des effets extraordinaires plus tard. Commençons d'abord par ce qu'on peut faire. Commençons à implémenter. Commençons à former. Commençons à sensibiliser. Commençons à intégrer dans notre code d'éthique la sensibilisation. Observons ce qui se passe et corrigeons. On ne peut pas, il n'y a que Dieu qui maîtrise demain. Il n'y a que Dieu qui est le garant du futur. Nous, ce qu'il nous demande, c'est de poser les actions aujourd'hui. Et ces actions-là, faisons-les et voyons ce que c'est. Maintenant, au fur et à mesure, corrigeons. Ça, c'est le minimum qu'on puisse faire. Mais ce minimum-là, quand on prend l'état des lieux actuels, est quasiment inexistant. Donc, pour moi, en tout cas, ça, c'est mon avis sur cette question. Tout à fait. Mais on est quand même dans un écosystème. C'est-à-dire que pour semer, si l'éthique était un arbre ou un fruit récolté, concrètement, il faudrait semer cela sur une terre fertile. Donc, qui dit terre fertile dit donc le choix de la terre, les ressources humaines, les clients, les partenaires avec qui on va travailler, les secteurs dans lesquels on va opérer. Qu'en est-il de tous ces sujets-là? Parce que on a beau avoir le dispositif qu'il faut, mais si on ne traite pas avec les ressources humaines ou les partenaires ou les secteurs dans lesquels l'éthique peut prospérer, ça peut être un peu une difficulté. Mais est-ce que je ne suis pas sûr que l'éthique prospère dans certains secteurs ou pas. Je pense que c'est la solidité de notre éthique personnelle et au niveau de notre organisation qui influencera les autres. Si vous-même vous êtes fort à votre niveau, vous allez contaminer. Mais si vous êtes faible dans votre croyance, on va vous contaminer. L'homme n'est bon. L'homme n'est bon. C'est la société qui le corrompt. Donc, c'est un auteur qui l'a dit. Un bébé, quand il naît, est-ce que vous voyez, quel bébé on peut s'imaginer que 30 ans après sera un criminel qui a tué une centaine de personnes? Ça veut dire quoi? C'est la société qui l'a corrompu. C'est l'environnement dans lequel les gens... Mais s'il est dans un environnement où les gens ont des convictions éthiques extrêmement fortes, solides, parce que quand les fondations sont solides, même s'il y a un ouragan, ça ne bouge pas. C'est ce que chacun de nous à son niveau, chaque société à son niveau, doit réincarner. Parce que il est impossible de changer si on n'est pas fort à notre niveau. En vrai, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est pour ça que je dis, je préfère me concentrer parce qu'en vrai, le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est nous. On pense que c'est les autres, mais il faut que nous-mêmes, on s'auto-critique, s'auto-évalue et s'auto-améliore. Plus on s'améliore, plus qu'on le veuille ou pas, on a une incidence sur autour de nous. C'est comme ça, moi, je vois l'approche des choses. Ok, d'accord, très bien. Et selon toi, quels sont les conseils que tu donnerais en fait aux entrepreneurs, chefs d'entreprise, sociétés, cabinets qui voudraient mettre en place l'éthique dans le process? Alors, je pense que la première chose, c'est effectivement de mettre en place ce code d'éthique, mais ce code d'éthique, en réalité, une matérialisation de la gouvernance à s'engager dans l'éthique. Ensuite, c'est important d'avoir des bases, des valeurs fondamentales dans son entreprise. Au-delà de l'éthique, ne sont pas d'intégrité, confiance. Mais du côté, par exemple, de la finance éthique, d'ailleurs, on parle de finance éthique, finance islamique ou finance éthique, on a au moins 5 objectifs qu'on a clairement identifiés pour mesurer l'éthique dans l'organisation. Le premier, c'est respecter, quand dans notre organisation, on doit respecter la foi de chaque être humain dans notre organisation. On doit accepter les uns et les autres, quelle que soit
leurs différences, leurs convictions religieuses, leur nationalité, etc. Donc, il faut que qu'on ne soit pas que dans le comportement, mais que aussi, qu'on définisse ces objectifs-là. Nous voulons dans notre organisation être capables de respecter les uns et les autres selon leurs convictions religieuses. Nous voulons accepter donc les uns et les autres. Nous voulons dans notre entreprise être capables de respecter la vie. Pas la vie uniquement de l'être humain, mais la vie même des créatures, de toute créature de la création, du créateur. Notamment, même les plantes. Vous arrivez dans certaines entreprises, les plantes sont mal arrosées. C'est un manque total de respect à la création de Dieu. C'est-à-dire que même comment on prend soin des arbres, des plantes autour de nous, les animaux qu'on a chez nous, comment on les traite. Si on a une entreprise et qu'on a des chiens, oui, tout ça, on répond. C'est que l'éthique dans ça. Troisième élément, respecter des objectifs, intégrer dans nos objectifs d'éthique le respect des valeurs de la famille, de l'institution même, de tout ce qui est un mariage, décès, tout ce qui est lié aux relations sociales. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, quand quelqu'un a un décès dans sa famille, il y a une délégation qui va pour aller présenter ses condoléances. C'est des bons comportements. Et c'est donc définir ces objectifs autour. Dans la finance éthique, on a ces 5 objectifs. Donc là, le troisième, c'est l'objectif de la vie et de la famille. Quatrième objectif, c'est l'objectif de tout ce qui est respect des engagements. Respect des engagements. Quand on prend les engagements, on doit tout faire pour s'y tenir du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut. Et que ce soit observable, parce que c'est Dieu seul qui décide, mais qui décrète selon les situations. Mais au moins que ce soit plus observable, que vous avez fait l'effort de tenir vos engagements. Et ça, c'est valable pour les contrats, pour tout pour même les règles de transmission du patrimoine. Vous voyez, dans les familles aujourd'hui, dans les entreprises, les gens se déchirent parce que le fondateur est parti et pour la transmission et le partage, c'est extrêmement grave. Il faut que tout ça, on l'intègre dans les objectifs d'éthique. Et le cinquième, peut-être, c'est quoi? Peut-être sur les règles de transmission, bon, c'est pareil, hein, c'est la vie, c'est la famille. Bon, c'est à peu près ça. Mais c'est vrai que il faut que ces objectifs que nous, en tout cas, du côté de la finance éthique, finance islamique, on essaye de prendre dans la religion, qu'on les intègre dans notre entreprise, dans la façon de faire du business, et que ce soit appliqué à l'essentiel, l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble de l'organisation. Pas que on parle de confiance, d'intégrité, mais également qu'on vise des objectifs. Faut que quand on vient chez nous, on sait que on accepte les gens, quelles que soient leurs conditions, on fait des affaires, qu'on respecte, on se tient à ça, etc. Et voilà un peu ce que je pense pour les entreprises. Et ça veut dire que tout comme on est dans une démarche, beaucoup d'entreprises vont dans une démarche certification ISO 9001-2015 qualité pour la satisfaction du client, faut qu'on aille aussi chercher des certifications pour l'éthique. Oui. Et il y a des organes certificateurs selon les sujets. Nous, chez nous, en finance islamique, vous avez les Sharia advisors qui viennent pour faire le conseil, mais vous avez, selon les sujets, il y a des organes certificateurs qui vont venir évaluer, parce que nous seuls, on ne peut pas s'auto-évaluer, il faut mettre en place des dispositifs et faire appel à un œil extérieur professionnel pour évaluer. Donc, une entreprise doit investir dans l'éthique. Voilà. Donc, c'est le mot. Tout à fait. Et selon toi, quels sont les beaux jours de la finance islamique en fait? Tu en as parlé, c'est quoi? Quelles sont les perspectives de cette finance islamique au Sénégal et en Afrique francophone? Globalement, si on parle du futur, on a des exemples. On a la Malaisie, on a Dubaï, on a les pays du Golfe et du Moyen-Orient qui ont adopté 100% les principes de la finance éthique. Finance islamique, finance éthique, finance participative, finance inclusive, finance sociale, c'est les noms qu'on donne. Et si vous voyez aujourd'hui, à Dubaï, quasiment la misère a disparu. La pauvreté a disparu. Vous allez en Malaisie. Donc, ça, c'est pas parce qu'ils sont pas nombreux. Non, pas du tout. Vous prenez, pourquoi je dis pas du tout? Parce que même dans l'histoire de l'islam, vous vous rendez compte que l'un des pionniers de la finance éthique, c'était notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Et lui, quand il avait commencé à appliquer ça, à un moment donné, dans sa communauté, la pauvreté avait disparu. Il n'y avait plus à qui donner de l'aumône. Pourquoi? Parce que quand tout le monde s'en sort, ne serait-ce que 2,5% ou 5% ou 10% donne quelque chose aux autres,
ils aident à rééquilibrer la justice économique sociale. Et donc, dans une société où si tout le monde donnait, en tout cas tous ceux qui sont en excédent, je dis il y a combien de milliardaires dans le pays? Si chaque milliardaire faisait sa contribution zakat, ne serait-ce que ça, même je ne parle pas des milliardaires, celui qui gagne un salaire, ne serait-ce qu'il gagne 100 000 francs, il doit faire, même si c'est 1000 francs, 1000 francs ça peut nourrir. Dans des pays comme le Bénin, avec 100 francs, 200 francs, on a une personne à manger et rassasiée. Donc, oui, chacun à son niveau, c'est pour ça que le travail est personnel, chacun à son niveau, s'il fait cet effort, avec la finance, c'est pour ça qu'on parle de finance inclusive et finance participative, parce que ce n'est pas l'effort individuel, mais c'est l'effort individuel fait qui, à l'échelle du groupe, on voit créer des résultats extraordinaires. C'est comme ça. Et ça, c'est pas l'apanage de l'islam, c'est le bon sens, en fait, de tout. Donc, pour moi, les beaux jours de la finance éthique, vous le voyez, il faut juste regarder ceux qui l'appliquent. Des pays comme, moi, je prends plus la Malaisie parce que c'est un pays où vous avez quasiment toutes les religions qui sont représentées. Les religions, toutes les autres religions sont respectées. Pourtant, c'est un pays qui a adopté à 100% les règles de la finance éthique. Et pourtant, elles cohabitent, elles coexistent en parfaite harmonie. Vous voyez les gens là-bas, vous ne distinguez même pas qui est musulman et qui ne l'est pas. Et pourtant, on fait des gratte-ciel, on construit des villes dans le ciel. Donc, vraiment, c'est ça les beaux jours. Si on prend le temps de faire les choses posément et d'accepter que dans le temps, les choses sont construites par la grâce de Dieu. Excellent, excellent. Très, très clair. On est au terme de l'émission, peut-être un mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est que l'éthique soit notre oxygène. Voilà. Que l'éthique soit notre oxygène, que quand on respire, quand on agit, ce soit comme quand on respire. On se demande si on fait correctement, si on fait bien. L'homme est imparfait, la perfection n'est pas de ce monde, mais c'est au moins de prendre la résolution de chercher à s'améliorer et d'accepter. Pour s'améliorer, il faut développer une qualité d'écoute aussi extrêmement forte. Il faut développer une qualité, écouter les autres et essayer d'aller aussi acquérir la science, de se faire conseiller, d'aller chez les gens qui ont la science pour chercher à s'améliorer. Si on est ne serait-ce que dans cette démarche constructive, peut-être à court terme on ne verra pas les efforts, les résultats, mais à moyen et à long terme, les récompenses seront immenses, aussi bien dans notre activité, dans notre vie sociale, sur tous les aspects, parce que ce n'est qu'un game à somme positive, croissant, exponentielle, l'application de l'éthique. Voilà, très bien, et c'est une belle mot là. C'est une belle fin. Merci beaucoup. C'est une belle fin, donc merci beaucoup Salim, merci pour la clarté des explications, merci pour cette sagesse. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.